Bienvenue encore cette semaine à Hockey le magazine. Salut Jasmin, ça va bien? Salut Danny, ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Un entretien avec les gens de Deck Hockey Montérégie à Longueuil. On est déjà allé les voir plus tôt cette saison et ils font des tournois tout au long de l'année, 12 mois par année, autant extérieur qu'extérieur. Alors on va aller vous montrer le genre d'événements qu'eux font et des événements particuliers aussi. Un en particulier qui s'est tenu en novembre dernier qu'on va aller vous présenter et on va aller en gymnase avec Stéphane Dubé aussi. Oui. De ton côté? Eh bien, Katia Aydra va nous parler de transition de patinage, une phase extrêmement importante. Bonne émission. Hockey le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey, en collaboration avec l'Académie CCM, à fond avec l'Académie CCM et Deck Hockey Montérégie. L'expérience à son summum. On est cette semaine chez Deck Hockey Montérégie avec Yann Lavergne qui est propriétaire ici pour parler, Yann, de certains événements que vous faites à l'année et qui permettent parfois de faire de beaux gestes, même en joignant l'utile à l'agréable, par exemple avec des fondations, des levées de fonds que vous faites. Vous êtes rendu vraiment avec un paquet d'événements sur votre calendrier. Effectivement, tous les week-ends sont bookés, même jusqu'en 2022. Actuellement, nous, ici, on a de la ligue du lundi au vendredi et le dimanche. C'est complet, donc on ne peut pas accueillir d'autres événements dans d'autres journées. Par contre, le samedi, on l'a réservé. On n'a pas fait de ligue. On l'a réservé pour des événements autant caritatifs que des événements locaux pour nous. Mais les événements caritatifs, c'est un peu comme ce qui se passe aujourd'hui. On fait une levée de fonds pour une famille où il y a un enfant qui est malade. Et puis, ça nous permet de ramasser des fonds pour pouvoir aider le prochain. On a fait un événement il y a quelques semaines ici pour les enfants ayant la trisomie 21. On a ramassé un don de 5 000 qu'on a remis à la Fondation pour la trisomie 21. Donc, ça nous permet d'aller dans le sens de nos valeurs qui est de remettre au prochain aussi. Et toi, Yann, comme propriétaire, ça doit être hyper gratifiant pour toi aussi d'avoir créé ce centre, mais de permettre également aussi d'aider parfois de jeunes familles ou des gens qui en ont besoin tout en pratiquant votre passion puis votre sport ici. Oui, effectivement, c'est sûr que c'est gratifiant. Ça fait partie de nos valeurs, comme je le disais. Avec, nous, on voulait donner aux suivants. Ça a toujours été quelque chose qui était important pour moi. Mais pour aussi toute notre équipe qui est ici, on travaille fort là-dessus. Ça fait en sorte qu'on est capable d'aider, même du côté de nos juniors. On a une fondation qui, justement, en collaboration avec la compagnie Napper, qui nous a approchés pour ça, qui fait en sorte qu'ils commanditent des équipements au complet pour les jeunes qui proviennent de milieux plus défavorisés. Ici, on le sait, on est à Longueuil. C'est pas nécessairement la ville la plus riche dans le Québec. Donc, on essaie de viser, de cibler des familles qui sont dans le besoin. Puis nous, dans le fond, on offre la saison. Non? On paye l'inscription pour eux. Puis la compagnie Napper, eux autres, payent les équipements. Ce qui fait en sorte que ça permet à des jeunes qui n'ont pas nécessairement les moyens, les familles, de pouvoir amener tous leurs enfants. Puis c'est pas seulement un enfant. S'ils ont 3 enfants, on amène les 3. Il n'y a aucun problème. Tu parles justement des enfants qui viennent et je voulais t'amener un petit peu sur les ligues que vous avez. Tu en as parlé déjà lorsqu'on s'était rencontrés, mais vous avez des ligues jeunesse, vous avez évidemment des ligues pour adultes, des ligues pour femmes. Vous avez vraiment couvert tout le marché qui était possible de couvrir au niveau des ligues de deck hockey. Oui, exactement. Dans le fond, on a même une ligue qui provient de l'extérieur ici qui a décidé de s'installer tout simplement parce qu'ils aimaient les installations puis ça leur permettrait d'ouvrir d'autres bases pour eux autres. Mais chez nous, c'est exactement ça. On a autant des ligues d'adultes, autant des ligues de jeunes, qu'autant des ligues même pour du perfectionnement. On a parti une ligue instructive pour adultes, autant féminine que masculine, ce qui fait en sorte qu'on met des entraîneurs derrière le banc qui les aident à apprendre aussi en temps de jeu, en situation de jeu, versus seulement des cliniques techniques, si on veut. Tu m'amènes justement à parler du côté perfectionnement parce que le deck hockey est un sport quand même qui est connu, mais qui est en grosse expansion. Je suis certain qu'il doit y avoir beaucoup de demandes aussi pour justement en apprendre davantage sur le sport et pour apprendre à le pratiquer de la bonne manière. Certainement. En fait, même au courant de l'été passé, on ne pouvait pas pratiquer à cause de la pandémie, ce qui nous a permis de mettre en place des cliniques de perfectionnement technique. À ce moment-là, les hommes et les femmes pouvaient venir directement y réserver leur place. On était complet tout l'été. On a quasiment pas vu de différence sur nos chiffres à cause de ça, parce que les cliniques étaient complètes, puis on avait des entraîneurs qui donnaient des cours, en particulier vraiment sur des points techniques, qui a permis à beaucoup de gens de s'améliorer rapidement avant même de pouvoir recommencer. Il y en a qui n'avaient jamais pratiqué le deck hockey, sont venus aux cliniques, qui ont pratiqué pendant quelques semaines, puis par la suite, ils ont commencé à jouer dans notre ligue, puis ils ne commençaient pas à zéro, la chose qu'avant, c'était pas mal plus le cas. Ouais. Les gens ils étaient lancés dans la fosse au lion, puis débrouille-toi, mais maintenant, ça a beaucoup évolué le deck hockey là-dessus. Yann, en terminant, je te demanderai peut-être pas de grands secrets, mais est-ce que toi, tu vois de nouveaux projets qui arrivent pour ton centre ici? Est-ce que vous avez l'ambition de nouvelles ligues peut-être que vous aimeriez créer ou mettre en place, ou des tournois en particulier? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous?
Oui, certainement. Dans le fond, on s'est fait approcher plusieurs fois par la Ligue nationale de hockey-ball. Dans mon cas, moi, je ne suis pas vraiment intéressé à gérer une équipe. Par contre, on est ouvert à ce qu'une équipe vienne s'installer ici dans nos installations. On est en train de préparer justement nos installations à recevoir un événement de ce genre-là. Ouais. Exact. Donc, on travaille là-dessus actuellement, effectivement. Je vous souhaite la meilleure des chances, Yann. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Et merci, super gentil. On se retrouve chez Colic Édition avec Pierre pour parler de cartes de hockey pour notre quiz de la semaine. Et Pierre, il y a eu un boom des cartes en 2020, on le sait, c'est tout récent. Oui. Il y en a eu un aussi au début des années 90 qui avait vraiment marqué l'imaginaire. On veut revenir un peu sur avant ce boom-là cette semaine, puisqu'avant ce boom-là, des variétés de cartes, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait 2 en fait seulement. Bien, aux États-Unis, il y avait Topps. Au Canada, il y avait O-Pee-Chee. C'était souvent les mêmes photos qui étaient utilisées. Fait que la plupart des gens avaient juste une série, dans le fond, à collectionner pendant leur année. Et c'était tout ce qu'il y avait, c'est-à-dire que la fameuse carte de Wayne Gretzky dont on parle beaucoup, il y en existe une seule variété de cartes de Wayne Gretzky recrues. Il y a la O-Pee-Chee, il y a la Topps, c'est tout. Puis elle était aussi commune que les autres cartes communes de la série. Il n'y avait pas encore la notion de carte short print ou carte spéciale. Et au début des années 90, il y a vraiment eu l'explosion de ces cartes-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu l'opportunité d'investir dans ce marché-là, sauf que ça a presque été trop, ça a presque été l'envers de la médaille. Là. Il y a eu de la surproduction énorme, ce qui fait qu'à place de laisser les cartes devenir rares, bien, il y en imprimait plus pour répondre à la demande, ce qui fait qu'au bout du compte, bien, les cartes rares, tout le monde les avait, donc bien, ils étaient plus rares. On se demande donc cette semaine combien de séries de cartes de hockey différentes ont été produites en 1997-98. SA, 8 séries, B, 15, C, 19 ou D, 28. La réponse après la pause. On se demandait avant la pause combien de séries de cartes de hockey différentes ont été produites en 1997-98. La réponse est D, 28. Et Pierre, il ne faut pas faire nécessairement de grandes mathématiques pour savoir que de 2 séries de cartes dans les années 80 à 28 séries de cartes en 97-98, l'explosion a été immense. La valeur a dû descendre beaucoup aussi. C'est énorme. Il y a quelques bonnes cartes quand même dans cette saison-là. Il y a des cartes rares qui valent la peine d'acquérir pour sa collection, mais c'était le pic du boom où il y avait plus de compagnies qui produisaient en même temps des cartes. Après ça s'est tranquillisé. Il y a des compagnies qui ont arrêté parce qu'il y en avait trop. Puis on a eu des années un peu plus difficiles pour le hobby après. Oui, tout à fait. Au début des années 2000, ça avait perdu un petit peu de son attrait quand même, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. C'est pas avant le retour de l'arrivée de Crosby et d'Ovechkin dans la Ligue nationale qu'il y a vraiment l'attrait pour les cartes un petit renouveau. Ouais, on vient de faire l'historique des cartes avec Pierre aujourd'hui. Merci beaucoup. On est de retour cette semaine au gymnase avec Stéphane Dubé au Centre Perform Plus de Boisbriand. Stéphane, depuis le début de la saison, tu as beaucoup parlé de synergie entre le haut et le bas du corps, de coordination. Aujourd'hui, on va vraiment s'attarder à la force du haut du corps, le brut. Là. Effectivement, le haut du corps est toujours très important, mais pour continuer dans la même lignée qu'on a fait depuis le début de l'année, on va proposer des exercices où le bas du corps va quand même être impliqué en stabilité pour bien grander, comme on dit nous autres, que l'athlète soit bien solide sur ses pieds pour maximiser la force de son haut de corps. Fait que oui, c'est du haut de corps, mais les membres inférieurs vont quand même être impliqués en stabilité. Dans les plans d'entraînement que tu fais, est-ce qu'il y a une proportion bien définie entre le haut du corps et le bas du corps au niveau du travail? Est-ce que tu favorises l'un et l'autre? Au niveau du hockey, la réalité du hockey d'aujourd'hui, la force du haut de corps est vraiment moins importante qu'elle l'était il y a 20 ans. Donc, les entraînements de haut de corps sont beaucoup plus restreint dans mes plans d'entraînement. Il y a d'autres entraîneurs qui vont mettre beaucoup d'emphase là-dessus, mais nous, on fait un entraînement de haut de corps par semaine seulement. Fait qu'on met vraiment la priorité bas de corps, force et vitesse. Et pour voir les exercices aujourd'hui, on va retrouver le membre de l'organisation du Rocket de Laval, Toby Paquette-Bisson. Comme premier exercice que l'on va donner, c'est un mouvement de tirade. Évidemment, comme je l'ai expliqué en introduction, j'aime compliquer l'exercice pour mettre une composante de stabilité des membres inférieurs. Donc, c'est la raison pour laquelle on voit Toby aller vers l'avant. C'est ce qu'on appelle un RDL, un Romanian Deadlift. Donc, il va vers l'avant, stabilité. Et on voit la coordination qui doit se faire entre le mouvement du haut de corps et le mouvement des jambes. Comme deuxième exercice, on propose un poussé avec la barre. Un mouvement qu'on a déjà vu dans le passé, mais on y met une variante. Donc, Toby est présentement en position split. Et aussi, la composante que j'aime bien de l'exercice, on a parlé plus tôt dans la saison d'endurance de position et on vient ressolliciter la même composante par la position que Toby a présentement. Donc, stabilité du bas de corps et force du haut de corps, un très bon combiné. Comme troisième exercice que l'on voit, c'est un plate push qu'on appelle, donc une poussée avec un poids.
Comme on l'a expliqué encore une fois, mouvement latéral, donc les jambes viennent stabiliser le corps et la force du haut de corps est déployée par la suite. Un autre exercice où on travaille vraiment en synergie. Comme je l'explique souvent, j'aime bien travailler le haut de corps et faire en sorte que le haut de corps et le bas de corps travaillent ensemble. Stéphane, on vient de voir plusieurs éducatifs au niveau de la force du haut de corps. Même si on en fait peut-être seulement une fois par semaine, comme tu nous en parlais en introduction, je suis certain que cette fois-là par semaine, c'est important de la maximiser, de vraiment utiliser ce temps-là pour quand même développer ces muscles-là. Effectivement, mais on s'entend, on fait un entraînement par semaine de force du haut de corps, mais il y a quand même des entraînements, d'autres exercices dans la semaine que l'on donne pour la posture. C'est vraiment Qui touche quand même. Effectivement, c'est un entraînement postural pour s'assurer que le haut de corps reste toujours bien équilibré dans la bonne position. C'est toujours pour prévenir les blessures. En terminant, est-ce que tu sais pourquoi, par exemple, on a peu à peu délaissé le côté de la force du haut de corps? Tu nous disais en introduction qu'il y a 20 ans, c'était totalement différent. Tu étais là, toi, il y a 20 ans, je veux pas te vieillir, mais tu étais là il y a 20 ans. Est-ce que tu sais pourquoi ça a baissé? Ça a baissé parce que le gros changement, ça a été les changements de règlement. Ouais. Quand les joueurs peuvent plus accrocher aujourd'hui. Ils peuvent plus vraiment prendre un joueur, s'accrocher après lui. Donc, la force du haut de corps est vraiment moins importante. On met l'emphase sur la vitesse. Fait que les joueurs, pour te donner une idée, la moyenne de la Ligue nationale présentement, c'est 10 et 15 livres de moins, plus léger qu'en 97-98 quand j'ai commencé. Bon, merci beaucoup, Stéphane. Ça fait plaisir. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. On est de retour avec le gourou du hockey, représentant du fameux Trio Hockey. Et j'aimerais que tu me parles, des fois on va investir dans un patin, mais comment on peut optimiser notre patin? Y a-t-il des choses qu'on peut ajouter? Oui, effectivement, il y a une multitude de produits, de choses qu'on peut faire à un patin pour optimiser l'ajustement, le confort. Mais la pièce la plus facile à changer, qui fait probablement la plus grande différence, ce sont les semelles. Souvent en magasin, qu'est-ce qu'on fait avec un patin, peu importe le prix? On prend un patin Bauer, par exemple, on le met dans le pied du client. Ensuite, on met son autre patin avec une lame de ce genre-là, la Superfeet. Puis on peut voir une très grosse différence dans la plupart des cas, point de vue ajustement et confort. Et quand on parle de patin, là, on est bien confortable dans notre patin, mais ce qui est de nouveau dans ce monde-là, c'est les lames qu'on peut insérer rapidement et enlever, même pendant un match, si on a un défaut avec la lame, peu importe. Mais il faut les traîner, ces lames-là. Tu as quelque chose à nous proposer? Oui, tout à fait. Donc, depuis plusieurs années, comme tu disais, on peut changer nos lames assez facilement en milieu de match si jamais on a un problème. Donc, c'est important que le set de lames qu'on a dans notre sac soit bien aiguisé et surtout bien protégé. Donc, ici, on a un exemple d'un étui Howies dans lequel on peut insérer ces lames. On peut en mettre deux ensemble là-dedans. Donc, c'est vraiment important de bien protéger ces lames dans son sac. Et maintenant qu'on a eu une excellente saison grâce à des bons patins et tout l'équipement que tu nous présentes, qu'est-ce qu'on peut faire pendant la saison morte si on veut continuer à travailler sur notre coup de patin? Bien, surtout depuis, je dirais, 2 ans, c'est un sport qui revient, une activité, pardon, qui revient, c'est le patin à roue alignée extérieure. Donc ici, on a un patin Bauer qui est plus bas de gamme, mais qui fait vraiment le travail, qui te permet l'été, si tu n'as pas accès à la patinoire, de pouvoir garder ton conditionnement physique et donner des coups de patin au soleil. Et justement, il y a de la technologie qui a avancé dans ce domaine-là. On avait même vu Austin Matthews porter une sorte de patin à roue alignée qui lui permettait de travailler sur son coup de patin. Oui, tout à fait. C'est pas celui-ci. Par contre, c'est la compagnie Mars Blade qui vient de la Suède. Donc, c'est pas un patin. Si tu prends ton patin de hockey ou ton ancien patin, si tu veux, qui te fait encore, puis tu ajoutes le système Mars Blade en dessous, et puis ça récrée vraiment l'effet de patiner sur la patinoire. Puis on est les seuls magasins au Québec qui vendent ce produit-là, qui est un produit, comme tu dis, porté par Austin Matthews et plusieurs autres joueurs de la Ligue nationale l'été. Et bien, j'aimerais savoir, parce que là, maintenant, on a beaucoup de choses à traîner, qu'on traîne, que ce soit notre purelle, nos masques, portefeuille, nos pots de biostyle, peu importe c'est quoi. Avec notre équipement de hockey, il faut être bien équipé aussi pour ça. Oui, tout à fait. Puis c'est une nouveauté cette année avec Sherwood. On a une entente avec un fournisseur à Montréal qu'on peut faire des sacs de hockey sur mesure. Peu importe la grandeur, peu importe la couleur. Évidemment, celui-ci, c'est un exemple, c'est le logo d'un de nos magasins Sport Rousseau. Mais vraiment, les options sont infinies pour un sac abordable de très haute qualité. Avec toutes les merveilleuses choses qu'on peut mettre dans ce magnifique sac, une de ces choses-là, c'est tes produits BioSteel.
J'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Oui, c'est un produit qui, quand même, on en parle assez souvent, ce produit. Chaque année, on revient avec ça, mais c'est vraiment un produit, qui est naturel, fait à base de betterave, qui est vraiment populaire, qui est bon pour tous les âges. C'est pas une boisson énergisante comme on voit. Souvent, il y a des débats sur ce genre de boisson-là. Ça, c'est vraiment une boisson faite pour tous les joueurs de hockey. Puis d'ailleurs, quand on regarde des matchs de la Ligue nationale, on peut voir les joueurs boire un liquide rose parfois. Donc, c'est vraiment ce produit-là. Un produit qui est très populaire à travers la Ligue nationale. On a vu beaucoup de leur visage là, afficher ce produit-là. Puis j'étais de l'époque où on est passé du Gatorade au produit BioSteel qui sont partout à travers la Ligue nationale. Ouais. Merci beaucoup pour ça. Là, la semaine prochaine, on va replonger pour la 3e fois dans le monde du patin. Soyez là, la semaine prochaine. J'ai vraiment aimé ton reportage au niveau du deck hockey. C'est vraiment intéressant, puis honnêtement, je trouve ça impressionnant. C'est vraiment impressionnant, puis moi, c'est ça qui m'a fasciné le plus, c'est de voir à quel point ça a pris de l'expansion dans les dernières années. On connaît tous maintenant des gens qui jouent au deck hockey et qui ont des compétitions de deck hockey. C'est plaisant de voir ce côté-là du sport s'améliorer aussi. La semaine prochaine, Danny, on va aller voir Stéphane Fournier au niveau de la physiothérapie, remise en forme également. Et Bruno Gervais va nous parler de patin chez le trio hockey. Alors ça aussi, ça va être intéressant à surveiller. Je pense qu'il y a beaucoup de domaines à discuter au niveau des patins. Absolument. Parlant de patins, bien, on va sauter sur nos patins avec Mathieu Gravel la semaine prochaine pour la protection de rondelles. Hockey le magazine vous a été présenté par le trio Hockey Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey, en collaboration avec l'Académie CCM. À fond avec l'Académie CCM et Deck Hockey Montérégie. L'expérience à son summum.